La décision rendue tout récemment par la Cour constitutionnelle du Bénin est une décision qu'il faut comprendre au regard du contexte et au regard du rôle même du juge constitutionnel. Et saisi par 3 citoyens, il est demandé au juge constitutionnel de déclarer d'abord dans un premier temps l'inapplicabilité du principe de parrainage, en ce sens que, comme l'évoque le requérant, un des députés, un des suppléants d'un député a rendu là. Mais alors nous sommes à 83 députés. Tout calcul fait de façon mathématique, il est impossible que l'on puisse obtenir les 160 parrains exigés ou que l'on aurait pu avoir, ce qui normalement conduirait à avoir, dans un schéma un peu basique, 10 candidats. Alors, le premier requérant estime que, étant dans l'impossibilité d'avoir les 160 et que nous sommes à 159, on ne peut pas avoir les 10 candidats. Et donc, il faut déclarer inapplicable ce dispositif-là. Il y a les 2 autres requérants qui pensent que la création ou l'instauration du principe de parrainage est une entorse grave aux principes fondamentaux des droits de l'homme, est une entorse grave à la liberté d'association qui, quand même, d'une manière ou d'une autre, fait partie également de la liberté d'appartenir à un parti politique ou pas. Et donc, en le faisant, le constitution béninois, le constitution dérivé bien évidemment, empêche certains citoyens de pouvoir participer à la gestion des affaires, qui est quand même un droit également fondamental garanti par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et même avec les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et autres. Et donc voilà un peu ce qui est demandé au juge constitutionnel. Le juge constitutionnel a estimé qu'il ne lui revient pas de se prononcer sur le contenu d'une loi ou d'une révision qui a été faite par le pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Il estime que cela ressort ou est ce que nous appelons la volonté du peuple souverain et que lui, dans son rôle, il est juste chargé de contrôler la forme, si la forme a été respectée et si la procédure a été respectée et si les principes posés au niveau de l'article 156 qui portent sur la laïcité de l'État, la forme républicaine de l'État et la question de l'intégrité du territoire sont respectés. Alors le juge estime que toutes ces questions sont respectées et donc estime que la loi elle est quand même déjà conforme à la Constitution. Mais après, il faut apprécier la décision sur 2 pans. Le premier volet est relatif déjà même à la forme et le second est relatif au fond de la décision. Sur la forme, il faut dire que si le juge constitutionnel devait rester dans la logique classique de ce que nous avons connu jusque-là, de sa propre jurisprudence, le juge, dans un premier temps, devait déclarer irrecevable les 3 requêtes. Le juge devait les déclarer irrecevables en ce sens que les décisions de la Cour sont sans recours. Les quelques exceptions que l'on pourrait avoir, c'est un cas où nous sommes peut-être en présence d'une erreur matérielle qui permet au juge, une fois saisi, de pouvoir corriger une erreur matérielle. Mais le juge, depuis la jurisprudence qu'il convient peut-être d'appeler jurisprudence Saka Saleh, et qui a posé le contrôle même de constitutionnalité de la loi ayant institué la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, a estimé que lorsqu'il s'agit d'une question de violation des droits fondamentaux, que le juge est habilité à déclarer recevables les requêtes et à se prononcer au fond. Alors, c'est une forme d'exception au principe même de l'insusceptibilité des recours du juge constitutionnel à une autre requête ou à un autre recours. Alors le juge a estimé qu'en ce sens, on ne saurait alléguer de l'autorité de la chose jugée et donc on peut aller et traiter de la question de fond. Premier élément. Et donc le juge a fait une innovation, donc une création jurisprudentielle. Premier élément. Donc sur cet élément, le juge s'est également conformé à cet élément pour rendre maintenant sa décision. Alors en déclarant recevable les requêtes de ces 3 citoyens qui, si on devait respecter, comme je le dis, et la jurisprudence de la Cour et la lettre même et l'esprit de la Constitution béninoise de 1990 devaient être déclarés irrecevables. Maintenant au fond, puisque le juge a reçu les 3 requêtes, le juge, en disant que la modification de la Constitution et les principes de parrainage et tous autres principes créés par la modification de novembre 2019 relèvent du pouvoir souverain ou de la volonté souveraine du peuple et qu'il ne saurait s'appuyer ou faire ce que nous pouvons appeler le contrôle de constitutionnalité de cette volonté pose un problème. Il faut dire que le juge est d'abord, le juge constitutionnel, il est d'abord le gardien des libertés fondamentales, il est gardien même de la Constitution. Et en ce sens, le juge n'est pas dans une interprétation linéaire ou littérale de la Constitution. Non, l'interprétation littérale se fait pour les questions peut-être de droit pénal ou droit civil. Et là, nous sommes dans ce que nous appelons l'interprétation stricto sensu. C'est ce que le juge constitutionnel béninois a fait. Il est resté dans l'interprétation stricto sensu pour dire que lui, son rôle, c'est de voir si la procédure a été respectée et ça s'arrête là.
Or, dans la situation actuelle, ce qui a lieu de faire, c'est d'apprécier au regard de la lettre de la Constitution et au regard de l'esprit de la Constitution. Et faire comprendre que la Constitution, ce n'est pas seulement la lettre, mais c'est l'esprit. Donc c'est la lettre et l'esprit qui font la Constitution. Et c'est à ce devoir et à ce sacrifice, à ce sacerdoce que le juge constitutionnel béninois devrait se donner. Malheureusement, le juge a statué. Si on était dans une autre matière, on aurait dit infra petita, même si par ailleurs il le fait aussi ultra petita. Donc il faut constater tout simplement que le juge a fait un travail minimum qui, il faut le dire, est conforme à sa jurisprudence que lui-même a instaurée jusque-là et qu'il est en train de suivre à la lettre. Malheureusement, en agissant tel qu'il a fait, le juge constitutionnel est en train d'ouvrir une brèche qu'il serait peut-être difficile de colmater après. Parce que lorsque vous avez des institutions de contre-pouvoir qui, dans un cadre comme le nôtre, sont d'une certaine manière et un peu phagocytées ou que l'on passe de la collaboration fonctionnelle à la soumission institutionnelle, c'est là même que se révèle le travail du juge constitutionnel. C'est là même que se révèle le rôle du juge constitutionnel. C'est là qu'intervient toutes les prérogatives du juge constitutionnel qui est appelé à censurer certaines actions, à censurer certaines dispositions. Ben, le juge aujourd'hui nous dit tout simplement que lui, il n'est pas habilité à contrôler le fond, c'est ce que ça veut dire, le fond d'une révision constitutionnelle, alors que c'est ce qu'il est appelé à faire. S'il le dit ainsi, c'est que du jour au lendemain, le principe étant acquis, l'on peut assister à ce que l'on puisse, par exemple, pour un mandat de président en exercice, décider de façon discrétionnaire de dire que le président au pouvoir peut aller faire un mandat de 20 ans, il peut faire 20 ans avant d'aller à un autre mandat et faire encore 20 ans après. Non, il faudrait qu'on puisse apprécier et comprendre que l'interprétation est ce qui fonde même le travail du juge constitutionnel. L'interprétation, les méthodes d'interprétation ne sont pas les mêmes méthodes que ce qu'auraient fait les juges ordinaires. Et maintenant, à la question de savoir à quoi est-ce qu'on peut s'attendre si, en tout cas, face à l'incompétence du juge qui dit qu'il n'est pas compétent, si le juge dit qu'il n'est pas compétent, alors je pense que techniquement personne n'est compétent. Et s'il y a d'autres personnes qui peuvent être compétentes, ça ne peut qu'être peut-être le peuple. Et maintenant, plus le peuple, plus le pouvoir dérivé, mais peut-être le peuple même dans son sens le plus réel, dans son sens le plus fondamental, le plus strict, le plus convenable. Mais ce qu'il faut dire, c'est que le juge constitutionnel est l'organe suprême qui est compétent quand même à apprécier des questions. Mais si le juge dit qu'il n'est pas compétent, mais cela pose un problème. Mais il faut dire qu'en disant qu'il n'est pas compétent, cela ne remet pas en cause le contrôle qu'il a eu à faire, tel que ça se suscite dans l'opinion. Le juge a fait un contrôle. Ce qu'il aurait pu faire, c'est qu'à partir du moment où il y a eu le contrôle de constitutionnalité, toutes les requêtes devant venir deviennent irrecevables. Alors, le juge peut déclarer les requêtes irrecevables, mais estimer qu'au regard du contexte, au regard des réalités, au regard de ses prérogatives, il est compétent à aller au fond. C'est ce qui devait être fait. Le juge ne l'a pas fait. Il est allé au fond et a trouvé qu'il est incompétent même d'aller au-delà et d'aller réellement au fond. Donc c'est peut-être dommage, mais il faut comprendre que les décisions des juridictions sont toujours susceptibles de discussion, de débat et chacun a ses positions.